Bonsoir à toutes et à tous. Ok, alors j'ai quand même préparé quelques diapositives. J'avais l'intention de le faire sans parce que je pensais qu'on serait en plein air et qu'il ferait trop lumineux, mais il y a quelques diapos. Je vais vous parler. En fait, je vous fais une introduction à la table ronde et ensuite les. Je prends celui-là. Ok. Je vais juste introduire la table ronde en faisant une introduction aux enjeux de résilience alimentaire pour poser le contexte et ensuite on aura trois acteurs de terrain qui transforment les choses concrètement, qui nous rejoindront. Mais moi, je vais vous faire une petite intro théorique. Donc, comme a dit Louise, je suis membre des Greniers d'Abondance, qui est une association qui fait des conférences notamment, dont je vais vous faire un petit extrait ici en guise d'introduction et que vous pouvez retrouver soit par vidéo, soit dans des villes près de chez vous. On en fait à peu près une 50aine par an. Mais pour commencer, est-ce que vous pouvez voir ce bâtiment sur la photo ? Ouais, vous le voyez assez bien. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est ? Ma maison secondaire, la tienne ? Ok. C'est où ? Elle est où ? Alors, c'est un grand bâtiment. Ça fait une grande maison. C'est un bâtiment qui est à Lyon. Ça veut dire quelque chose. Alors aujourd'hui, c'est un bâtiment administratif. Et c'est un bâtiment qui s'appelle le Grenier d'Abondance. Donc c'est un bâtiment qui, en fait, à l'origine, était utilisé pour stocker du grain, l'équivalent d'une année de consommation de grain, en cas de mauvaise récolte, du coup, pour assurer la sécurité alimentaire des habitants de la région. Et donc, du coup, le nom de l'association est tiré de ce bâtiment, parce que, justement, c'est un symbole d'une époque révolue où les autorités avaient pour mission d'assurer la sécurité alimentaire, au même titre que la sécurité civile, la sécurité militaire et la sécurité sanitaire. C'était sous le périmètre de l'action des bourgmestres notamment. Et en fait aujourd'hui, la question de la sécurité alimentaire, elle est un peu en train de revenir là, depuis les 5 dernières années avec le Covid, etc. Mais avant ça, c'était vraiment un non-sujet. C'était presque indécent de parler de sécurité alimentaire dans certains contextes il y a 5 ans parce qu'on se disait que c'était un non-sujet. Et du coup, le périmètre alimentaire c'est un peu dissous dans de multiples périmètres, y compris le périmètre du privé. Et donc la question de savoir si on a assez à manger pour la population n'est pas forcément centralisée. C'est un peu en train de changer et justement on va en discuter. Louise, en introduction, a parlé de système alimentaire. Pourquoi est-ce qu'on parle de système alimentaire ? C'est un mot un peu compliqué pour parler d'alimentation. Pour vous l'illustrer, je vais prendre l'exemple d'un produit de consommation courante. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu la conférence, parce que sinon je m'en excuse, on la répète souvent, mais on prend l'exemple d'un yaourt à la fraise. Un yaourt à la fraise de consommation courante, le Yoplait panier aux fruits ou le Maxi fruits, voilà, le basique que vous trouvez dans votre supermarché. Il faut quoi pour faire un yaourt à la fraise aujourd'hui ? Du plastique ? Ouais. C'est vrai que celui-là, il faut du plastique, ouais. Qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Du lait, quoi ? De la vache ? Ouais, une vache, au moins. Du lait, des fraises, des ferments lactiques, du sucre, des œufs, quelque chose, ouais. Alors, le Yoplait aux fraises, il a un peu changé de recette, mais le Maxi fruits, c'est toujours le cas. Donc, on va prendre du lait. Donc, pour avoir du lait, effectivement, il faut une vache. Donc pour y avoir une vache, si on remonte un peu en amont, il faut qu'elle soit en bonne forme et qu'elle produise beaucoup de lait, donc il faut la nourrir. Donc si on la nourrit, ça veut dire qu'il faut produire de l'herbe, il faut produire du grain, il faut produire du maïs en silage, il faut des tourteaux de soja. Donc tout ça, c'est des cultures qui sont généralement intensives et qui vont du coup déjà nécessiter des surfaces et puis des engrais et des pesticides pour avoir une productivité suffisante. Donc ça, là on a la vache qui va donner du lait. Il faut savoir que le lait, généralement, en fait, il n'est pas transformé tout de suite en yaourt. Si vous regardez la composition des yaourts, ça va être du lait écrémé ou alors des ferments lactiques et des protéines de lait, etc. Donc en fait, c'est du lait qui va être décomposé en multiples composants et ensuite réassemblé pour faire du yaourt. Donc on a ça déjà. Ensuite, on a effectivement des fraises. Alors il faut savoir que les fraises, les fruits et légumes, en France, la moitié sont importés.
la moitié de notre consommation de fruits et légumes est importée. Et comme le yaourt à la fraise, il est disponible toute l'année, il est sûrement produit dans des endroits où il y a aussi des serres chauffées au gaz naturel. Une grande partie de nos fruits et légumes sont produits en Espagne, dans une région que vous avez peut-être déjà aperçue sur des photos, parce qu'en fait, on la voit depuis des vues aériennes. Ça vous dit quelque chose ? On la surnomme la mer de plastique, c'est dans le désert d'Almeria, et c'est un endroit où il y a énormément de cultures intensives. Il y a également d'ailleurs du bio, mais c'est vraiment un système productiviste qui a la taille à peu près de l'aire de Montpellier. Donc on a ces fraises qui viennent probablement d'endroits comme ça. Ensuite, on avait dit quoi ? Du sucre. Donc le sucre, c'est quoi en France ? La betterave, ok. Donc on commence à avoir une liste un peu plus longue. Donc on avait du grain, du maïs, du soja, on a des fraises, on a des betteraves. Ensuite, les betteraves, du coup, il faut les transformer en sucre. Donc on a des usines qui vont faire ça, qui vont récolter les betteraves, des machines qui vont récolter les betteraves et des usines qui vont le transformer. Et ensuite, dans la liste, on a aussi de l'amidon transformé de maïs. Donc ça veut dire une autre espèce, avec son lot d'engrais et de pesticides, de récoltes, de machines pour récolter. De l'amidon modifié de maïs, donc ça veut dire qu'il est à nouveau décomposé, recomposé, etc. Et ensuite, on a aussi de la gomme de goire, qui est un épaississant. Donc la gomme de goire, elle n'est pas cultivée en France, généralement elle est cultivée en Asie ou en Amérique du Sud, il me semble. On a ça, on a du jus de carotte aussi, et puis on a des ferments lactiques. Donc en fait, on a à peu près presque une dizaine d'espèces végétales qui entrent entre jeu pour faire un simple yaourt aux fraises qu'on mange à la cantine. Et on a plein d'usines et des étapes de transformation, de recomposition et énormément de transport aussi entre ces différentes étapes. Donc en fait, un simple yaourt aujourd'hui... Ah, pardon, c'est par là. Alors, est-ce que ça va marcher ? Où est-ce qu'il est le pointeur ? Ah, merci. Ça marche ou pas ? Merci beaucoup. Donc voilà. Ah oui, il y avait aussi des arômes naturels. Ça, c'est une usine d'arômes naturels. Non, Durée. Ça, c'est une usine ouais, ça c'est... je sais plus. En fait, je me mélange un peu parce que on a commencé la conférence il y a 5 ans avec ce yaourt et depuis, la recette a changé. On s'en est rendu compte cette année en mettant à jour. Donc après, on a trouvé un autre yaourt qui fait à peu près la même chose. Elle s'est un peu simplifiée, mais vraiment, il y a encore 1 an, il y avait donc tout ça. Donc on a la vache, vous voyez, il y a tout ce que mange la vache. Il y a les usines pour traire les vaches, pardon. Pour transporter le lait. Ça, effectivement, c'est une usine d'engrais azotés, si je me souviens bien. Et ici, c'est les arômes, pour le coup. Là, c'est le transport pour transporter la gomme de goire qui nous vient d'autres continents, les betteraves. Voilà, vous avez les fraises, le conditionnement des fraises, bien sûr, et tous les transports, les carottes, la transformation du jus de carotte. En fait, c'est pour vous montrer que, effectivement, aujourd'hui, un produit très très simple qui coûte vraiment pas cher. J'ai regardé le prix de ce yaourt, là, j'ai vérifié. Chez Auchan, il coûte 52 centimes. En fait, il repose sur une organisation extrêmement complexe et une utilisation, une profusion d'énergie et de machines qui sont mis bout à bout pour arriver à ce produit qui est somme toute simple, où on se dirait que c'est un produit très peu transformé avec 3 ingrédients. Et aujourd'hui, on le fait avec ce système très, très complexe qui marche très bien lorsque tout va bien et qu'on a le libre-échange et la libre circulation des biens et des personnes et de l'énergie abondante, mais qui est très vulnérables à des petites fluctuations, notamment par exemple pendant le Covid, lorsque la libre circulation des biens et des personnes était entravée, ou alors plus récemment quand le prix du gaz ont augmenté, faisant augmenter tout le prix des intrants agricoles. Alors, voilà. En fait, si je peux passer la slide suivante, je ne sais pas si... Oui, effectivement. Merci. Là, ça va marcher. Hop. C'est bon ? Hop. Ok, c'est bon. Juste une slide pour illustrer le fait que les systèmes alimentaires évoluent dans le temps et puis sont aussi différents d'un endroit à un autre. Le même système alimentaire pour faire un yaourt, probablement au début du siècle, ressemblait peut-être plus à ça. Donc vous voyez qu'il est beaucoup plus simple. On a probablement des animaux qui sont nourris à l'herbe qui est autoproduite par la ferme, avec peu de machines mais des animaux de trait.
Et puis un rayon de distribution qui se limite probablement à quelques dizaines de kilomètres avec un train comme ça. Et probablement le yaourt n'est pas forcément à la fraise, il est plutôt nature ou alors à la fraise vraiment de façon exceptionnelle ou en saison. Donc les systèmes ont évolué et celui d'aujourd'hui illustre bien les transformations sociétales qu'on a eues avec le développement de ce qu'on a appelé la révolution agricole et notamment l'accès à une énergie abondante et à bas prix. Donc le système alimentaire, il met en jeu énormément d'éléments et il n'est pas uniquement cantonné à l'agriculture. Quand on parle alimentation, généralement intuitivement, on va penser à la production et donc uniquement à l'agriculture. Mais en fait, le propre des travaux des greniers d'abondance, notamment, c'est d'avoir une vision systémique et d'essayer de comprendre comment est-ce que, mis bout à bout, on arrive aujourd'hui à avoir de la nourriture sur notre table. Donc ça inclut de prendre en compte la politique foncière ou la politique agricole, c'est-à-dire est-ce qu'on a des terres pour cultiver. Donc Samuel Bonvoisin en a beaucoup parlé ce matin. Est-ce qu'on a des agriculteurs aussi? Est-ce qu'il y a des personnes dans les champs? On va en reparler, mais la population agricole n'est pas vraiment en plein boom, on va dire. Tout ce qui est en amont de la production, donc les intrants agricoles, ça va des semences aux machines, aux produits vétérinaires, à la nourriture pour les animaux. C'est énormément de choses dont le débouché sont les agriculteurs. La partie production, donc qui est la partie peut-être la plus intuitive. La partie transformation, qu'il ne faut pas oublier, la plupart des aliments qu'on mange sont transformés une fois, deux fois, trois fois. Même de la farine, c'est déjà un aliment transformé. Donc la partie transformation est importante. Distribution. Aujourd'hui, la plupart des Français sont dépendants d'une voiture ou font leurs courses en voiture notamment. Donc la manière dont est organisée spatialement aussi la distribution est importante. Donc ça fait qu'il y a une dépendance aussi à l'énergie. La consommation, ce qu'on mange, l'évolution de nos régimes alimentaires a un impact aussi sur le système alimentaire et la gestion des déchets, que ce soit le gaspillage ou alors les déchets ou l'urine et les excréments humains qui, en fait, pendant un temps, ont été bouclés et devenaient des nutriments, donc rejoignaient la case intrant agricole et qui aujourd'hui ont été complètement linéarisés dans une gestion du tout à l'égout où on va perdre ces nutriments. Alors, donc si on regarde aujourd'hui ce système alimentaire qui est extrêmement complexe et qui marche très bien dans certaines conditions, on peut se dire, ok, est-ce que ce système, il s'est accompagné d'une augmentation de la productivité et des rendements agricoles, et il s'est mis en place progressivement après la Seconde Guerre mondiale. On peut se dire qu'il a permis de nourrir le monde, mais on peut aussi quand même nuancer ce constat en se demandant, est-ce qu'il remplit vraiment cette fonction nourricière de façon correcte? On va pouvoir identifier 3 défaillances majeures. La première, c'est une défaillance en termes de santé publique. Aujourd'hui, si on regarde le système alimentaire mondial, on a environ 2 milliards de personnes qui souffrent de précarité alimentaire chronique. D'un côté, on a 700 millions de personnes qui vont souffrir de dénutrition ou de malnutrition sévère. Donc c'est pas rien, c'est presque 1/10 de la population mondiale. Et puis de l'autre côté, on a aussi 2 milliards de personnes qui vont souffrir de troubles liés au surpoids ou à des maladies qui sont liées à une mauvaise alimentation. Donc finalement, en schématisant, on peut se dire que quasiment la moitié de l'humanité est en mauvaise santé à cause d'une alimentation qui est inadaptée ou inaccessible. Donc finalement, le système alimentaire qui paraît avoir réussi à augmenter qui a réussi à augmenter les rendements et la productivité et les volumes et à avoir une alimentation à peu près à bas prix, ne réussit pas non plus à acheminer une nourriture saine auprès de tous les humains. Il y a des questions donc, de faim et il y a des questions de santé. Une deuxième défaillance majeure qu'on a l'habitude d'évoquer, c'est celle des conditions de travail qui prévalent dans le système alimentaire. On a vu avec l'actualité qu'il y a un gros malaise avec les agriculteurs. Bon, le mot agriculteur reflète une réalité qui peut être très différente, bien sûr, mais on sait statistiquement que les agriculteurs sont une des professions qui part le plus tard à la retraite avec des horaires très surchargés. Il y a un quart des exploitations qui dégagent 600 € de bénéfices, la moitié qui gagne à peu près le SMIC, tout en ayant besoin d'acheter son appareil de production, donc les terres et les logements, dans un contexte où les terres généralement sont très 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 chères. Donc je pense qu'on va en reparler avec les intervenants. Il
il y a ça, donc au nord comme au sud, des conditions de travail qui sont parfois très, très critiquables, on va dire. Voilà. Et la troisième défaillance majeure, que vous voyez peut-être venir, Julie a un sourire. Une troisième défaillance majeure, le système alimentaire. La planète, ouais, exactement. Les conséquences environnementales du système alimentaire actuel. Donc le système alimentaire mondial, c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un tiers du changement climatique. C'est la première cause de déforestation, qui est elle-même une des premières causes de l'effondrement de la biodiversité. Et donc là, il s'en parlait donc de pollution par les pesticides, les algues vertes, etc. Donc l'alimentation, finalement, est peut-être la première force de transformation de notre environnement, et elle est à la fois bourreau et victime de ces changements environnementaux rapides qui se présentent. Justement, donc une fois qu'on a dressé ce constat un peu nuancé du succès de notre système alimentaire, on peut se dire, bon, même si on se disait qu'on a envie de le garder et qu'on se dit qu'on va pouvoir l'améliorer petit à petit, la question c'est est-ce qu'on peut de toute façon continuer ainsi ? Vous voyez là-dessus que c'est extrêmement complexe, donc ça dépend de l'accès au pétrole abondant et de la libre circulation des biens et des personnes, comme je l'ai dit. Peut-être aussi, juste avant de passer sur les vulnérabilités du système alimentaire, si on en revient aux défaillances, vous vous souvenez, je vous ai dit, ce yaourt, il coûte 52 centimes. Aujourd'hui, l'alimentation, elle a probablement jamais coûté aussi cher à la caisse. Mais en revanche, si on adopte une vision un peu plus systémique et qu'on prend du recul et qu'on regarde le coût collectif que nous coûte l'alimentation en réintégrant ce qu'on appelle parfois des externalités négatives, en fait, on peut se dire que l'alimentation peut-être ne nous a jamais coûté aussi cher. Je vous donne juste quelques chiffres, mais en gros, on paye à peu près 15 milliards d'euros en subvention à l'agriculture. Donc c'est des aides publiques à l'agriculture. Donc ça, c'est des choses qu'on ne va pas payer à la caisse, mais qu'on paye malgré tout via donc, les impôts. Il y a également 15 milliards, c'est l'estimation du coût du gaspillage, de ce qu'on perd ou de ce qu'on gaspille. Et 15 milliards, donc vous pouvez retenir les 15 milliards, mais c'est aussi l'estimation des coûts d'une mauvaise alimentation sur la santé, des coûts de santé publique, donc toutes les maladies comme diabète, cardiovasculaire, etc. Donc c'est le coût en termes de santé publique. Et sans compter l'estimation des dégâts environnementaux ou alors le coût, par exemple, de l'aide alimentaire. Donc on peut rajouter beaucoup de coûts comme ça, et ce qu'on appelle les coûts cachés de l'alimentation, c'est des calculs qui sont un peu complexes, mais qui au moins remettent en perspective le fait qu'effectivement ce qu'on paye à la caisse n'est pas forcément le coût de l'alimentation que par ailleurs on va payer de façon indirecte. Sur la question des vulnérabilités de ce système, du coup, on voit bien qu'il est vulnérable à l'épuisement des ressources, au renchérissement du prix du pétrole et du gaz. Lors de la montée du prix du gaz, les principaux fabricants d'engrais ont à un moment envisagé d'arrêter la production d'engrais parce qu'ils atteignaient un prix du gaz où c'était plus rentable pour eux de le faire. Or, toutes les exploitations conventionnelles dépendent d'intrants externes. Il y a la vulnérabilité au climat. Bon, sans surprise, on va le voir ce soir aussi avec le film. La sécheresse, notamment les chaleurs, le changement climatique, et vraiment impacte de plein fouet les rendements. Si la production a augmenté, je vous montre un graphe rapidement, je crois que je l'ai mis là à la fin. Ouais, ici. Donc c'est un graphique qui montre la production agricole en France. Donc on voit bien qu'elle a extrêmement augmenté. Et notamment depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous avez la légende, bon, elle est en anglais, mais vous voyez que la production globalement a augmenté, tandis qu'en pointillé rouge, là, on a la surface agricole. Donc en plus, on voit l'effet des progrès techniques qui font qu'on a des rendements plus élevés avec le temps. Et en même temps, si on regarde bien, on voit qu'il y a des petits pics. Bon, ça augmente, mais c'est un peu irrégulier. Et on a notamment 1976 et 2003, et puis 2016 d'ailleurs, où on a des petites dents vers le bas. Donc 1976, c'est des inondations. Non, c'est une sécheresse. 1976 et 2003, c'est des sécheresses. 2003, c'était la sécheresse concomitante avec la canicule. Et 2016, c'est les inondations.
Et d'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler des estimations de la production de blé cette année, mais elle est plutôt à la baisse aussi. Donc on voit bien que on peut anticiper à l'avenir des baisses de rendement avec la multiplication de ces épisodes climatiques extrêmes. Donc ça, c'est une autre des vulnérabilités. L'effondrement de la biodiversité, c'est également quelque chose qui impacte l'agriculture, parce qu'on sait que tous les services que nous rendent des écosystèmes en bonne santé sont indispensables et seraient quasiment impossibles à remplacer par de la main-d'œuvre humaine. Donc il y a l'épuisement des ressources, le changement climatique, l'effondrement de la biodiversité et d'autres facteurs comme aussi l'instabilité économique et politique. On l'a vu, donc on n'est pas à l'abri de conflits armés qui changent la donne sur la scène internationale, de crises sanitaires, donc on l'a vu quand même dans les dernières années, de crises financières ou d'autres événements dont la probabilité d'occurrence est quand même pas négligeable et dont les impacts sont très forts. Et puis il y a d'autres facteurs aussi qu'on pourrait rajouter, mais comme la diminution des terres agricoles, la pression qu'il y a sur les terres agricoles, la diminution de la population agricole. Donc face à tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on va en parler avec les différents interlocuteurs qu'on a ici. Il y a plusieurs études qui essayent justement de se projeter en 2050, en 2030 pour savoir comment est-ce qu'on peut nourrir la France avec les projections démographiques, avec tous ces facteurs en tête, sans tabler sur une innovation technologique qui va sauver le monde et sans rupture. En gros, il y a trois facteurs qui sont communs à ces études. Il y en a un qui concerne les pratiques agricoles. Donc, c'est la généralisation et la massification du passage aux pratiques agroécologiques, donc qui consiste à diminuer la dépendance aux intrants et à préserver les milieux et à diversifier au maximum les pratiques. Un deuxième axe qui consiste à agir sur les régimes alimentaires et donc la consommation, donc notamment à diminuer la consommation de viande au niveau national, ce qui permet de diminuer la pression sur les terres et sur les ressources. Aujourd'hui, 85% des surfaces agricoles sont dédiées à l'alimentation animale. Donc le fait de rediriger une partie de ces surfaces vers l'alimentation humaine directement permet aussi peut-être de compenser des diminutions de rendement. Et le troisième élément, c'est de reterritorialiser les systèmes alimentaires qui ont été complètement déterritorialisés avec l'accès à l'énergie abondante et peu chère. Voilà pour cette petite introduction des enjeux. Je vous redirige juste vers les ressources des greniers d'abondance si vous voulez en savoir plus. Les greniers d'abondance, c'est une association dont le but est de faire de la recherche et de la sensibilisation et du plaidoyer en faveur d'une transformation du système alimentaire pour plus de résilience et puis pour un système alimentaire désirable. Et le troisième axe, c'est de produire des outils au service des acteurs qui transforment le système. Donc on a notamment ces deux livres qui sont en téléchargement libre sur notre site internet et également disponibles en librairie. Donc celui-là s'adresse plutôt à l'échelle territoriale des collectivités, donc il refait cet état des lieux et ce diagnostic en identifiant des leviers de résilience. Je vous ai mis ici des infographies qui résument d'ailleurs un petit peu ça, vous pouvez aller les voir si ça vous intéresse après. Tandis que celui-ci, ça va plutôt mettre à jour le diagnostic et s'intéresser aux verrous qui font que les collectivités territoriales ne vont pas pouvoir non plus tout faire et qu'il y a nécessairement aussi une planification de l'ordre étatique, voire supra-étatique qui est nécessaire, et notamment la modification de traités au niveau européen ou l'intervention de l'État pour coordonner et planifier et changer les règles du jeu. Un dernier point. Dans les communs qui sont produits aussi, il y a 2 sites internet qui sont des sites internet gratuits et ouverts que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Un premier qui s'appelle Cratère, qui est donc un calculateur de résilience alimentaire territoriale. Vous pouvez rentrer votre code postal ou votre région ou le village de vos vacances pour avoir un diagnostic alimentaire chiffré et assez fouillé. Et le dernier projet qui s'appelle Territoire fertile, qui fait ça mais de façon plus accessible et qui va évoluer avec le temps pour ajouter également des outils de passage à l'action et notamment le relais d'initiative, de la mise en réseau, des fonctions de simulation, etc. Donc ces 2 outils sont complémentaires. Celui-là à gauche est un petit peu plus quantitatif et dédié à peut-être une audience un peu plus avertie, tandis que Territoire fertile est accessible et dans un langage compréhensible à tous. Donc voilà, j'ai fini pour l'introduction et du coup j'invite nos 3 intervenants, donc Éric Gauthier de Haut-Maquis, Gilles Perrol de Moinsartou, la ville de Moinsartou, et Julie Rigaud du parc du Luberon.
Du coup, je vous laisserai vous présenter quand vous prenez la parole en premier, peut-être pour que le public sache d'où vous parlez. Et alors, ici, on a la chance d'avoir 3 types d'acteurs différents qui représentent les 3 types d'acteurs dans les collectivités. Donc, Julie, qui est agent du parc naturel régional du Luberon, ouais, je ne me trompe pas. On a Gilles Perrol, qui est adjoint au maire de la ville de Mouans-Sartoux, donc un élu, une agente, et Eric, qui est membre d'une association, donc plutôt membre de la société civile et membre associatif. Et les 3 font des choses assez ambitieuses sur leur territoire, donc ils vont vous en parler. Donc je propose à Gilles de nous parler du projet phare qui a un peu mis l'éclairage sur la ville de Mouans-Sartoux, qui est le projet de régie maraîchère. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez eu ce projet, quels bénéfices ça a, quels problèmes ça adresse, et aussi quels résultats vous avez eu, parce que vous avez avoir pas mal d'historique. Je vais quand même commencer un petit peu en amont, parce que la régie agricole, elle est née de la cantine 100% bio de Mouans-Sartoux, qu'on a créée en 2012. Et pourquoi on a fait une cantine 100% bio ? C'est pour répondre en partie. Nous, on n'a pas des Yoplait panier fruits, on a des yaourts nature, tout simple. Voilà. Et en fait, nous, on travaille sur l'alimentation depuis la prise de conscience à la crise de la vache folle, qu'on avait un système de production alimentaire et d'agriculture qui nous menait dans le mur et qu'on pouvait sûrement faire autrement. Et c'est pour ça qu'on a voulu, au moins pour les enfants qu'on nourrit chaque jour, avoir une alimentation saine et respectueuse de l'environnement. C'est pour ça qu'on a créé une cantine 100% bio, on pourra en reparler. Et comme on essaye d'être cohérent dans nos projets, effectivement, quand on a vu qu'on avait réussi une cantine 100% bio, mais qu'une partie de notre approvisionnement de légumes pouvait venir d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud, on a dit c'est pas vraiment ce bio-là qu'on veut, c'est pas vraiment ça qu'on veut. On va essayer de travailler avec les producteurs locaux. Seulement, Mouans-Sartoux, c'est dans les Alpes-Maritimes, sur la Côte d'Azur, et l'agriculture, il n'y en a quasiment plus. Et le peu d'agriculteurs qu'il y a, ils ne s'embêtent pas à répondre à un marché public, parce qu'ils vendent facilement leur production aux millions d'habitants qui habitent le département. Donc, une fois qu'on a fait notre appel d'offres, qu'il a été infructueux, qu'on n'a pas eu de réponse d'agriculteurs, eh ben, on s'est lancé une boutade, on a dit il n'y a pas, on va faire. Voilà. C'est le début de l'histoire de la ferme municipale ou de la régie municipale agricole, on l'appelle comme on veut. Et en fait, c'est simplement dire que une collectivité, elle peut aussi s'occuper de produire l'alimentation qui n'est pas sur son territoire et dont on a besoin pour nourrir les enfants. Donc on a fait simplement comme les autres, c'est-à-dire qu'on a embauché 3 agriculteurs qui produisent les légumes que mangent les enfants à la cantine sur un domaine qui appartenait, que la ville avait racheté 2-3 ans avant en le préemptant à un promoteur qui voulait bien sûr faire des villas sur ses anciennes terres agricoles. Voilà. Et donc c'est reconnecté effectivement, et c'est tout l'intérêt du schéma que tu as montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on voit cette alimentation mondialisée, éclatée. Nous on a recréé une alimentation produite sur le territoire, qui crée des emplois sur le territoire, et qui crée... Et en fait, il y a des produits qui se transportent bien, produits secs, il n'y a pas de problème pour les transporter. Une tomate mûre, elle ne se transporte pas. Donc si on veut donner à manger aux enfants des légumes frais qui ont du goût, qui ont été ramassés à maturité, ça ne peut pas voyager. Et donc, à Mouans-Sartoux, ils mangent des tomates rouges, ramassées le matin et mangées à midi, pleines de soleil. Et juste, tu dis, vous avez embauché trois agriculteurs. Est-ce que c'est quelque chose de courant, ça, déjà, donc de racheter du foncier pour une municipalité et d'embaucher des maraîchers ou des agriculteurs? On a été la première commune de France à faire ça, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a une centaine en France maintenant qui ont des fermes municipales. On les a réunis au mois de juin à Mouans-Sartoux. On vient de créer un collectif des fermes municipales. Et il y a de plus en plus de collectivités, justement, qui se lancent dans la création de fermes municipales, même dans des régions où il y a de l'agriculture. Et pourquoi ? Parce que l'agriculture est souvent sur des filières longues,
comme on l'a vu là, et que la connexion à la cuisine de la cantine ne se fait pas facilement. Et même, il y a, au sein de ce mouvement des fermes municipales qui se développe, il se développe un deuxième niveau de projet, parce qu'on sait qu'en agriculture, il y a une grosse difficulté sur la transmission des fermes. Et dans les 2 dernières années, il y a 3 collectivités, Auray, Gennevilliers, Villejuif, dont deux villes très urbaines d'Île-de-France, de la petite couronne d'Île-de-France, qui ont racheté des fermes. Et pas grave si la ferme elle était à 50 ou 100 km. Ils ont racheté des fermes et ils ont racheté le matériel de la ferme et ils ont salarié les agriculteurs qui produisent pour la cantine. Donc ça me fait réagir à ce que tu disais tout à l'heure dans qui veille au grain, qui demande la transformation de textes nationaux, européens. Moi, je ne crois plus à la transformation par l'État ou par l'Europe. Je crois plus à la transformation de terrain portée par les collectivités territoriales avec les habitants des territoires. Et on le voit bien dans ces projets, quand on se réapproprie notre agriculture, on relocalise, on raccourcit les circuits d'échange, on garde la richesse sur le territoire. Enfin voilà, il y a plein de connexions qui vont sur cette transformation. Et 100 fermes en France, ça peut paraître pas grand-chose, mais on vient d'en documenter déjà 48 sur les 100. C'est quand même 500 hectares de maraîchage, c'est quand même 112 emplois. Donc c'est encore tout petit aux côtés de l'agriculture française, mais c'est un mouvement qui grandit et qui a du sens. Et c'est un modèle qui ne veut pas s'opposer aux agriculteurs. On est bien un modèle en complémentarité de nos systèmes de production. Et de toute façon, on salarie des agriculteurs. Donc on ne s'oppose pas aux agriculteurs. Simplement, les agriculteurs qui travaillent pour les fermes municipales, ils sont payés sur la grille de la fonction publique. Et donc ils vivent de leur travail dignement, ce qui n'est pas le cas, on le sait, malheureusement, pour un grand nombre d'agriculteurs. Et aux 35 heures et avec les congés payés. Et puis, presque. Les 35 heures. Non, parce qu'il faut être cohérent. Par exemple, sur la ferme municipale de Montsartou, les 2 ouvriers agricoles sont 35 heures congés payés. Le responsable du domaine a un statut de cadre, donc il est mieux payé que les autres, mais il n'est pas en 35 heures, mais d'un autre côté, il a des avantages en nature, logement et tout, parce qu'après, il faut être cohérent. Je veux dire, il faut on sait très bien qu'en agriculture, il faut travailler tous les jours, au moins pour ouvrir, fermer les tunnels, lancer les arrosages, donc il y a des contraintes, mais avec son salaire plus les avantages en nature, c'est un des meilleurs salaires de la commune, donc, et il a les congés payés, effectivement. Il y a la question des salaires, mais il y a aussi la question de l'accès à l'outil. L'investissement moyen pour des agriculteurs qui s'installent, c'est autour de 200-250 000 euros de racheter des terres, l'outil de production, le logement. Donc, le fait aussi d'acheter l'outil de faire acheter l'outil par la collectivité lève aussi un frein, en plus d'avoir des conditions et des revenus stables et décents. Ça lève plusieurs freins, c'est-à-dire que ça lève effectivement le frein économique et de l'investissement. Même si ce n'est pas forcément simple pour la commune, parce que les communes ont de plus en plus de difficultés financières. C'est la commune qui porte le risque, l'aléa de production, on sait qu'il y en a. Tu parlais du blé en ce moment, bon, on ne nous fait pas de blé, mais il y a les aléas de production. Et surtout, on enlève tout le travail de commercialisation. C'est-à-dire qu'on n'a pas à aller chercher à qui vendre sa production, et surtout, ça bouleverse la manière de plan de production. C'est-à-dire qu'un maraîcher, souvent, il essaye de faire un plan de production assez large pour essayer d'avoir une grande production, de beaucoup vendre, pour gagner un petit peu d'argent. Mais quand il ne vend pas, c'est de la production qui part à la poubelle, ou s'il y a vraiment trop de concurrence, voilà, il y a tous ces enjeux. On est basé sur l'offre et la demande. Les fermes municipales, elles sont basées sur une autre approche des échanges. On part des besoins de la cantine
et on crée la ressource nécessaire. C'est-à-dire que l'agriculteur, il a un objectif de production qui correspond au volume nécessaire et le volume ne sera pas corrélé à sa rémunération. Donc c'est une production où, parce que tu parlais du prix du gaspillage alimentaire tout à l'heure, le gaspillage alimentaire, il est à tous les niveaux. Il est certes quand on mange pas ce qu'on a dans son assiette, mais il est aussi au niveau du stockage, au niveau de la production. Et moi, c'est l'agriculteur le premier qu'on a embauché qui m'a fait prendre conscience, qui m'a dit, c'est la première fois que tout ce que je produis est mangé. Ben c'est quand même puissant comme transformation, parce que ça veut dire que on ne gaspille pas de la surface agricole, on ne gaspille pas de l'eau, on ne gaspille pas du temps de travail. C'est-à-dire qu'on fait le juste travail, la juste surface, la juste consommation d'eau pour faire manger les 1200 repas jour des cantines de Montsartou. Ok, merci Gilles. On peut l'applaudir. C'est un travail, je veux dire, oui. Voilà, j'en parle, mais c'est un travail collectif de l'équipe municipale, des agents, des agriculteurs. Voilà, c'est vrai que c'est un projet qui est enthousiasmant, mais c'est pas le travail d'une personne, c'est le travail d'une équipe. Bien sûr. Sur un autre sujet, Julie, est-ce que tu nous parlerais du projet que vous avez d'animation foncière, donc sur plutôt la question du foncier, et à quels enjeux ça répond, et comment est-ce que vous vous y prenez, avec quels moyens? Tu peux prendre... Ça marche pas celui-là? Tu peux tester. Est-ce que ça marche? Oui. Donc moi, je travaille donc au Parc du Luberon sur le projet alimentaire. Donc je me permets juste 2 phrases de contexte par rapport au projet alimentaire de manière générale. Le vaste objectif global, si je peux le résumer, parce que ça sera forcément extrêmement réducteur, mais malgré tout, c'est d'essayer autant que faire se peut d'apporter de l'information et de la connaissance sur l'impact de nos choix alimentaires, sous réserve qu'on en ait le choix, je le précise bien, et le lien entre notre assiette et l'agriculture locale, les paysages, l'environnement, la gestion des ressources, l'économie, ce système, mais à l'échelle locale. Donc dans ce cadre, on travaille avec les différentes collectivités, avec beaucoup de partenaires techniques, associatifs, etc., avec la restauration collective aussi, pour justement essayer de faire évoluer l'alimentation vers une alimentation méditerranéenne, du coup, bien sûr, bien meilleure pour la santé humaine, mais aussi environnementale, et faire le lien avec l'approvisionnement des cantines avec les producteurs locaux. Donc, dans le cadre de... Voilà, on fait différents projets, et là, je vais vous donner cet exemple. Après, on sera à plusieurs voix, puisqu'on travaille vraiment en partenariat très proche avec l'association Omaki, donc là, qui est représentée par Eric, et vous avez vu Nathalie hier, qui était aussi en cuisine. Donc, en fait, dans l'animation de territoire auprès du parc, grâce justement au lien qu'il y a avec différents élus des collectivités, par le biais notamment de la restauration collective, ceux qui ont la responsabilité justement des cantines, qui ont des écoles sur place et qui font la cuisine sur place, ça aide à créer des liens. Et donc il y a une volonté politique qui s'est associée à la volonté technique en bord de Durance, sud Luberon, de déposer un appel à projet, un projet européen. Et donc je vais le synthétiser, mais ce projet, donc on a eu la chance d'être lauréat de ce projet. C'est très frais, ça date du mois de mai, mais on bosse dessus depuis bien plus longtemps. Et donc on est en partenariat, le parc porte le projet, mais en partenariat avec Omaki, avec d'autres structures techniques comme la SAFER, Bio de PACA, Agribio. Il y a Terre de Liens, il y a la Chambre, bon, je ne vais pas tous les lister, mais il y a du monde. Et l'objectif, là, c'est vraiment, il y a 5 communes, donc de bord de Durance, qui ont choisi de s'engager. Voilà, donc on est en train de rédiger un plaidoyer politique avec eux sur la préservation et le développement de l'agriculture nourricière biologique. Donc en fait, dans ce projet, on part bien sûr de la terre. Déjà, première des choses, préserver les terres, clairement.
Ensuite, on va aussi parler de pratiques agricoles, on va parler d'accès au logement. En fait, on va vraiment essayer, pendant ces 4 années qui arrivent, avoir cette approche système. Cette approche système, elle va aller, du coup, c'est ce que je vous disais en préalable, sur l'information. L'information, la sensibilisation, de se dire que oui, si on soutient l'agriculture locale avec les collectivités approvisionnant les cantines, avec les productions qui sont faites là, si on développe les points de vente locaux, on a de la chance d'en avoir quand même déjà beaucoup sur le territoire, on rentre dans cette économie-là. Et comment est-ce qu'on arrive justement en donnant toutes ces informations, là, comme l'ANAN vous a donné, tout à l'heure c'était Samuel sur l'hydrologie, mais sur la nécessité absolue de prendre soin de la terre, de la ressource, et des hommes et des femmes et de tout le monde, à quel point en se mettant tous ensemble, élus, associations, collectivités, agriculteurs, qu'on peut se donner un peu d'espoir, parce qu'effectivement, PAT c'est ça, on se dit que ça peut venir du territoire, d'à cette échelle-là, partir vraiment de l'action des citoyens pour faire évoluer les systèmes. Donc voilà, en gros, le projet qui commence. Peut-être que, Eric, tu veux compléter? Non, tu as tout dit. Comment est-ce qu'on va réussir à créer du commun autour de cette question de l'alimentation? Parce que c'est un commun qu'on partage tous. Et je pense qu'avec Julie, on est déjà très content d'avoir réussi à rassembler 5 communes qui ne pensent pas pareil, à réfléchir à un objet commun. Et rien que qu'ils aient réussi à écrire, il n'est pas encore signé, mais qu'ils aient réussi à se projeter ensemble sur un avenir désirable sur leur plaine de la Durance. En soi, c'est déjà hyper intéressant, parce que c'est clair qu'elles ne pensent pas pareil, qu'ils n'ont pas les mêmes enjeux. Mais là, ils ont quand même posé des objectifs dont on n'a pas à rougir, sur des chartes de qualité, sur prendre en compte la question du logement, qui sur nos territoires, vous avez sûrement la même. Hein, on a un problème d'une plateforme de logement de vacances qui traîne sur le village et qui fait augmenter les prix. Donc de considérer que ce n'est pas que l'agriculture qui va changer notre système alimentaire, mais qu'effectivement, faut parler logement, il faut parler intermédiaire logistique et alimentaire, plateforme d'approvisionnement, lieu de vente, etc. Et donc là, l'air de rien, j'ai l'impression que nos 5 élus, ils commencent à comprendre ça. Je pense qu'il y a encore un peu de marge, mais rien que ça, je trouve ça déjà un bon début. Maintenant, c'est comment de là, on va réussir à le transférer sur le territoire de manière à ce que ce soit partagé entre habitantes du territoire et d'arriver à construire aussi ensemble ce truc, quoi. Un chiffre un constat qui m'a un peu fait peur là, il y a quelques mois, là, c'est que on s'est rendu compte à Cadenet que quand les épicières, elles mettaient que ces courgettes étaient d'origine biologique, les gens arrêtaient de les acheter. Le prix ne changeait pas, hein, mais juste d'avoir l'étiquette AB enlevait l'achat, quoi. Et qu'en fait, ça, c'est un phénomène qui est un peu en train de se développer un peu partout en France, qui est un truc d'identifier cette nouvelle alimentation avec des graines dans tous les sens, du AB, du machin, est vu comme un objet de domination de classe. Et que du coup, on a en face une réaction qui vient s'opposer à ça, à rejeter ce mode de domination. Et du coup, maintenant, en fait, c'est un fait sociologique actuel, quoi. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à rediscuter ensemble? Alors, ce qui est cool, c'est que c'est parler d'alimentation, au moins, on peut se poser autour d'une table, et ça, en France, on a ça en commun. Donc, c'est cool de l'aborder sur le foncier alimentaire et pas que sur la question agricole. Et je trouve que cette petite notion-là, elle est quand même super importante, je trouve. J'en fais 2, t'en fais 3. Vas-y, dans quel sens tu pars? Mérindol, Puget. Loris, Puyvert, Cadenet.
Donc deux intercos différentes. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un projet mené à l'échelle, comme on dit, transcommunale. Voilà, il n'y a pas forcément la cohérence, elle est juste par la volonté politique et bien sûr les similitudes du fait qu'il y a la plaine agricole inondable, le côté colline, feu de forêt, les petits villages, avec tous une cantine scolaire. 4 en régie directe, avec qui on travaille depuis des années avec le réseau de la Fermata Cantine du Parc, et une en gestion concédée, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils se font livrer les repas et qui ne demandent qu'à être convaincus. Donc voilà. Et puis c'est 5 communes avec des spécificités très différentes. Sur Cadenet, il y a beaucoup de terres communales. Sur Loris, il y aurait possibilité de créer des espaces de logement. Sur Puy-Vert, il y a une envie de travailler la question de la friche et des... comment on appelle ça, la procédure de réquisition, etc. Donc on va pouvoir travailler vraiment sur plein d'aspects différents. Et vu que c'est un engagement commun, je trouve qu'ils pensent à réfléchir aussi à des outils qui serviraient à plusieurs villes. Enfin, c'est assez intéressant, c'est que ça touche un peu tous les aspects que l'ANAHAN nous donnait tout à l'heure, quoi. Et donc les 5 communes sont de coloration politique différente aussi, non? C'est ça? J'imagine. C'est pas très marqué, mais oui. C'est des nuances d'une même couleur? Il y a beaucoup de nuances d'une même couleur dans le Vaucluse, mais non, là, c'est quand même des mairies qui sont... Non, ce que je veux dire, c'est que c'est des petits villages. Il n'y a pas forcément de couleur marquée, quoi. Non, c'est 2 intercos. Non, il y a une commune qui est sur une intercommunalité, les 4 autres sur la même. Mais là, vraiment, c'est le côté assez... même si chaque village est différent quand même, mais il y a un certain profil qui faisait que ça les rapprochait. C'est pour ça que c'est ces villages-là et qu'on n'est pas allé jusqu'à Cavaillon, parce qu'en fait, ça ne faisait pas sens, c'est pas les mêmes enjeux. Donc là, au moins... Et puis surtout, c'est une volonté politique. Donc tous ces élus-là étaient OK pour bosser ensemble. Et ce qui est, moi, je trouve aussi beau, parce que c'est bien de mettre un peu de beauté là-dedans, c'est que les sessions de travail politique, on les a amenés vraiment à rêver de ce dont ils avaient envie. Enfin, il y a aussi... excusez-moi, je ne veux pas être fleur bleue, mais aussi à un moment donné, un langage aussi d'espoir, du cœur. Ça fait du bien de sortir que de la fatalité, de là où on en est, et de respirer un peu et d'espérer. Et là, effectivement, de les voir, ils se sont prêtés au jeu. C'était chouette, quoi. Ouais, après, des fois, ils allaient vite, mais hameau agricole, régie intercommunale, wouhou, ZAP intercommunal. Ouais, ils ont été très loin, quoi. Et puis aussi cette acceptation qu'on ne va pas faire ça en 1 an ou 2, et de se dire on est sur 10-15 ans, parce qu'en fait, changer les mentalités du propriétaire foncier, changer les pratiques agricoles, construire du logement, mettre en place des intermédiaires logistiques, ça prend du temps. Et là, je crois qu'ils ont un peu entendu ça. Déjà, la première partie financée du projet, là, c'est sur 4 ans, donc on va dépasser le fameux fin de mandat. Donc ça va forcément passer aussi que par le soutien des listes qui vont suivre. Donc voilà, d'inscrire ça sur le temps long aussi, ça nous paraissait important avec Julie, quoi. Éric, je voulais aussi que tu nous parles de projets qui concernent plus la lutte contre la précarité alimentaire ou la question de l'accès à l'alimentation pour tous. Donc pour dresser un portrait de projets très différents qui portent sur l'alimentation et qui ont qui agissent sur différents maillons en même temps et du coup qui ont un impact potentiellement systémique. Est-ce que tu peux nous parler de l'expérimentation qui a lieu en ce moment à Cadenet ou qui vient de commencer? On peut parler de ça. Et de son historique aussi, oui, je vois le lien. Et alors j'ai à la fois envie de parler de ça et du coup tu me fais penser à un truc auquel je n'ai pas pensé. Mais sur ces enjeux d'accessibilité à l'alimentation choisie et de qualité, là il y a 2 actions qu'on mène depuis quelques années. Il y en a une qui s'appelle Commune Ferme et qui est un projet qui est hyper enthousiasmant, qu'on co-gère avec un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Cavaillon et la maison commune qui est un lieu d'accueil de jour pour personnes à la rue ou en grande précarité. Et en fait, on a commencé il y a 4-5 ans à manger ensemble, à construire des repas et des ateliers ensemble. Et puis de là, on s'est dit, en fait, nous, on a du terrain, est-ce que ça vous dit de venir travailler avec nous, de les inviter à venir avec nous et de construire cette ferme qui nous est commun, quoi. Donc aujourd'hui, on a 2 hectares de production alimentaire qu'on ne vend pas. On est on est un peu comme la MEAD, un peu comme Maison Monsanto, on fait de la régie associative.
On produit des légumes qu'on redistribue dans le cadre des actions sociales qu'on mène en pied d'immeuble à Cavaillon, dans les 2 centres dont je viens de vous parler, et les autres épiceries sociales du territoire qui sont invitées à venir participer. Donc toutes les semaines, il y a des chantiers qu'on fait ensemble. Et surtout, d'année en année, en fait, les jardinières et jardiniers sont devenus aussi les planificateurs, quoi. On appelle ça les plans de culture, quoi. Et donc en fait, on travaille ensemble les plans de culture à l'année de manière à ce que les goûts de tout le monde soient respectés. Notamment, on s'est rendu compte que les gens à la rue ne mangeaient pas de carottes parce qu'ils n'avaient pas les dents assez solides pour les manger. Que les Africains de l'Ouest ne mangeaient pas de poireaux parce qu'ils ne connaissaient pas ce que c'était. Bon, les gens à la rue ne mangent pas de poireaux non plus. Hein. Si tu ne le fais pas cuire, le poireau, ça n'a aucun intérêt. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut produire pour les personnes qui sont là, en fait, autant qu'elles nous disent. Hein, donc, aujourd'hui, on a beaucoup de gombos, de piments et de choses comme ça, par exemple. Et donc, il y a une sorte de mini-démocratie de la ferme qui est en train de se mettre en place. Et de là est née une autre envie qui était, au travers des repas qu'on faisait, de s'approprier ce truc-là et de créer une sorte de cantine populaire à Cavaillon qui serait donc en fait une cantine qui serait accessible pour les gens à la rue, donc qui serait à prix libre. Et sachant que quand on leur a demandé, quand on a commencé à travailler sur l'approvisionnement, la première chose qu'ils ont répondu, ce sera bio hein, et local. Ah, et pourquoi ? Parce qu'à force de manger comme ça, on n'a pas envie, nous, de ne pas manger différemment. Et donc, pour pouvoir faire une cantine avec des produits bio et locaux, faut que ce soit en autogestion. C'est-à-dire je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait de salariés dedans, parce que sinon, ça flingue tout de suite les trucs. Donc là, c'est de comment accompagner ce groupe à construire ces normes HACCP, ces politiques d'approvisionnement, ces compétences en cuisine, pour ouvrir une cantine là qui devrait s'installer dans le courant de l'année 2025 si la mairie de Cavaillon ne met pas un 3e veto sur cette action. Et donc, voilà, sur ces questions de solidarité alimentaire, de moins en moins, on parle de solidarité, en fait, mais plutôt de comment est-ce qu'on construit collectivement en fait, des outils de réponse. Là, j'ai un peu décalé le truc sur les gens à la rue, parce que je trouve que c'est aussi extrêmement important, c'est qu'on a... Il y a vraiment cette possibilité de l'alimentation, c'est ce truc qui est génial, qu'on peut tous y participer, quoi. Et à Cadenet, on n'avait pas beaucoup de gens à la rue et de personnes en parcours de migration. Et on a fait une sorte de mini-convention citoyenne là, depuis 2021. Et ça a amené, après, il y a eu en gros une année d'apprentissage où on a tous travaillé ensemble. C'est quoi les enjeux de l'alimentation, quoi. En fait, en gros, on a développé ce que les greniers d'abondance racontent en 2 heures. Nous, on en a fait 1 an de travail. Et à l'issue de cette année, le groupe s'est projeté avec une carte. Ils ont dessiné une carte de l'avenir alimentaire désirable à Cadenet en 2052. Et de là, ils ont... là, nous, on avait trouvé une subvention de 60 000 € qu'on leur a redonnée en disant « vous en faites ce que vous voulez ». Ils ont voulu construire une cantine dans Cadenet. Puis ils se sont rendus compte que c'était compliqué de gérer une cantine. Donc ils ont décidé de créer une sorte de caisse redistributive d'argent un peu sur le modèle que propose la proposition de sécurité sociale de l'alimentation. Et donc ils ont passé 1 an à construire un cadre de conventionnement d'une alimentation. Et donc maintenant il y a des produits, ils sont capables d'estimer le taux de prise en charge de chaque produit de n'importe quel magasin. Et donc, ils ont une grille de critères comme ça et ils arrivent à sortir si ton produit il est pris en charge à 0%, à 30%, à 70% ou à 100%. Est-ce que c'est clair ce que c'est que la sécurité sociale de l'alimentation? Parce que ça, je pense que c'est... Effectivement. J'avais hésité à mettre une diapositive, mais dans les... Donc le projet de sécurité sociale de l'alimentation, je me permets ou tu veux l'expliquer? Vas-y. C'est un projet qui est porté par un collectif d'associations depuis quelques années, notamment commencé par Ingénieurs sans frontières et Agrista, il me semble. L'idée, c'est, fort de tous ces constats, enfin de certains de ces constats en tout cas, de se dire si l'alimentation est aussi intimement liée à notre santé et qu'on estime que c'est un droit universel, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une branche de la sécurité sociale pour l'alimentation, pour garantir un droit universel à une alimentation saine et choisie, et qui fonctionnerait sur le même principe, et même plutôt sur le principe originel de la sécurité sociale, qui est
le conventionnement et puis l'universalité du processus, enfin du système, et surtout le fonctionnement démocratique. Donc la sécurité sociale, à l'origine, était gérée de façon démocratique par les caisses, donc par les bénéficiaires, avant de passer sous une gestion plutôt étatique par des fonctionnaires et des agents. D'où le lien avec des systèmes comme la Convention citoyenne pour le climat et une myriade d'expérimentations qui ont lieu en ce moment en France, dans des communes qui vont de la métropole de Marseille, Paris ou Grenoble, et des villages drômois comme Dieu-le-Fit, à Cadenet, donc ça fait partie aussi d'une expérimentation de sécurité sociale de l'alimentation. L'avantage étant que c'est un système universel qui sort de la question de l'aide alimentaire, qui adresse aussi un des verrous justement à la transformation du système, qui est la précarité alimentaire. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, mais on estime qu'il y a entre 5 et 10 millions de personnes en France qui ont recours à l'aide alimentaire institutionnelle de façon régulière. On a aussi un quart des Français qui se restreignent en termes de quantité pour des raisons financières, un tiers sur la qualité des aliments. Donc clairement, on a un problème d'accès à l'alimentation qu'on souhaiterait avoir. Donc ça adresse ce problème tout en massifiant aussi les débouchés d'une agriculture dont on choisirait ensemble le cahier des charges, à la fois environnemental et social. On a parlé de la difficulté justement pour les agriculteurs de changer peut-être de pratique en assumant le risque tout seul. Le fait de massifier ça à l'échelle régionale ou nationale permet de dire il y a un marché qui est régulé de 70 millions d'habitants, et dont le cahier des charges est celui-là, et qu'on décidera démocratiquement sur les pratiques sociales et les pratiques environnementales. Et donc Sauf que la décision démocratique aujourd'hui, on ne sait pas faire en France. On n'a jamais appris ça. On a juste appris à voter une fois tous les X années. Malheureusement, on a appelé ça démocratie. Je vous passe le petit laïus là-dessus. Et en fait, là, ce groupe a tiré 33 habitants de Cadenet au sort. Et ils ont passé 6 mois avec ces 33 habitants à construire les limites de la caisse, comment ça allait fonctionner techniquement. Et depuis le mois d'avril, en fait, ils distribuent, ils remboursent à chaque fin de mois les achats alimentaires des habitants de Cadenet quand ils sont faits dans ce cadre de 30, 70 ou 100%. Ils font ça à la main avec des petits bouts de papier. On se croirait en 1950, c'est très intéressant. Mais je passais vite là-dessus parce qu'en fait, très rapidement après le début de l'expérimentation en avril, début juin, en fait, le groupe a souhaité racheter l'épicerie du centre-ville de Cadenet qui était en train de fermer parce que la dame la vendait parce qu'elle s'était fait agresser par une cliente. Et donc là, depuis le mois de juin, le groupe qui travaille ensemble depuis quelques mois, d'un seul coup, ils ont envie de transformer leur système alimentaire en achetant carrément un magasin, quoi. Donc ils vont là, s'il y a 3 hectares de terre agricole à vendre dans l'année, ça se trouve, ils vont aussi se porter acquéreurs. Exactement. Ils remontent tous les maillons du système. Et donc ils sont en train de remonter les maillons du système. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant. En fait, on s'en fout de savoir qu'on distribue 150 balles, qu'on fait machin. En fait, ce qui arrive à faire ça, c'est d'avoir pris 3 ans à créer une sorte d'apprentissage en commun. Et du coup, en fait, maintenant, dans le groupe, il y a des végétariens, il y a des gens qui sont éleveurs d'animaux, il y a des gens qui mangeaient à l'aide alimentaire avant, il y a des bourgeois retraités de l'ingénierie d'État, etc. En fait, et pour autant, ils sont aujourd'hui tous à parler un langage commun, ils ont tous une envie de la démocratie et ils ont réussi à transmettre cette envie au deuxième groupe. Et aujourd'hui, c'est le groupe qui réunit à la fois les gens qui ont créé ça et ceux qui le vivent, qui vivent des espaces de vie démocratique, qui sont capables. L'autre jour, ils ont pris une décision qui est complètement incroyable. À 60, ils ont pris une décision qui touche, c'est sur des histoires de report d'argent, je ne vais pas vous casser la tête avec ça, mais en fait, des choses qui touchent vraiment de l'intime, et ils ont réussi à construire une réponse où ils étaient tous d'accord. En fait, ils n'ont pas eu à voter, ils ont construit des consensus, et je trouve que en fait, c'est la puissance de cet apprentissage collectif, c'est vraiment un truc qui est hyper intéressant sur les enjeux alimentaires, parce que ça nous permet justement de sortir de toutes ces visions où on voit que l'agriculture d'un côté, la santé de l'autre, l'économie de l'autre, l'environnement dans un quatrième. Mais en fait, si on demande à des habitantes et des habitants, nous, on fait les passages entre les deux, quoi. C'est juste que les hommes politiques, eux, nous créent, les femmes politiques aussi d'ailleurs, nous créent des compartiments, et sortir de ces compartiments, mais c'est ce dont
Voilà, et c'est là où c'est intéressant d'arriver à travailler justement collectivité, techniciens et société civile pour construire des choses, parce qu'on a, ce qu'on se disait ce midi, c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes moyens d'action, mais pour autant, si on arrive à s'entendre, on a vraiment des temporalités différentes, mais il y a moyen d'aller encore plus loin que ça, quoi. Merci. Gilles, justement, toi, tu fais aussi un travail important de sensibilisation sur 2 niveaux, d'ailleurs, avec à la fois les habitants, mais aussi sur les autres collectivités. Pour essaimer le projet, tu dis qu'il y a une centaine de fermes qui ont émergé depuis quelques années, suite à votre reportage. À votre portage de projet et à vos interventions, partage d'expérience. Tu peux nous parler un peu de ces 2 axes de sensibilisation ? Oui, tout à fait. La sensibilisation paraît hyper importante parce que si l'alimentation est responsable, je ne sais pas, tu as dit 1/3 du réchauffement climatique, moi d'habitude je dis 1/4, donc je ne sais pas, mais enfin bon. Au niveau monde, ouais, mais en France c'est un peu moins. Voilà, mais c'est très prégnant, c'est très fort l'alimentation sur le réchauffement climatique, mais ce qu'il faut voir c'est que c'est aussi donc 1/4 de la solution. Et que cette solution-là, elle est beaucoup plus simple à mettre en place que les solutions de mobilité, d'énergie, d'isolation des immeubles, etc. Donc c'est assez simple de choisir, de transformer sa manière de manger pour avoir une alimentation qui est meilleure pour sa santé et meilleure pour l'environnement. Et c'est ce qu'on travaille au sein de la Maison d'éducation à l'alimentation durable, qu'on a créé parce qu'on s'était rendu compte que les parents dont les enfants mangeaient à la cantine avaient commencé à prendre des idées, des repères sur ce qu'on faisait à la cantine et le faire chez eux. Donc on a dit on va accompagner, amplifier ce mouvement. Et on vient d'évaluer 5 ans d'action de la Maison d'éducation et d'alimentation durable à la sensibilisation de tous les habitants de Montsartou, les enfants, les familles, les seniors, les publics précaires. Voilà, on essaye de toucher tout le monde. Et en fait, en 5 ans, on a réussi à transformer la manière de se nourrir de 71% des habitants. Donc c'est énorme. Et ça veut dire quoi, transformer son alimentation ? Ce sont des études qui ont été faites par des universitaires. Ce ne sont pas des études internes. C'est 2 études qui ont été menées en parallèle par des universitaires et qui donnent ces résultats. Donc c'est assez intéressant. Mais ils ont diminué de 30% la consommation de produits ultra transformés. Donc on casse toute la chaîne et toutes ces usines intermédiaires qui transforment des produits bruts en, on va dire, en cochonnerie pour être poli. Ils ont diminué de 23% leur consommation de viande. Là aussi, on a vu que 85% des surfaces agricoles, c'est la viande. Et en plus, bon, il y a plein d'autres raisons. Et je veux dire, encore une fois, je n'oppose pas les manières de se nourrir, je n'oppose pas les agriculteurs. On a besoin aussi d'éleveurs pour nos paysages et tout. Donc voilà, tout c'est d'avoir une production de viande qui soit respectueuse de l'environnement et donc qui sera plus chère à manger. Donc c'est pour ça qu'il faut en manger moins. D'abord, elle impactera moins et on pourra se payer une viande de bonne qualité. Donc moins 23% de viande. 28% des habitants mangent du bio tous les jours. C'est 2 fois plus que la moyenne française. Et ça génère... ce que j'ai dit tout à l'heure, ça génère une forte diminution de consommation d'eau, une forte diminution de dérivés du pétrole, une forte diminution des surfaces nécessaires pour produire l'alimentation, mais surtout, ça a diminué de 26% l'impact carbone de l'alimentation des habitants de Montsartou. Donc on voit que, de manière assez simple, je dirais, simplement en expliquant aux gens qu'on peut manger un peu moins de viande, qu'il vaut mieux prendre des produits bruts que des produits transformés. Il vaut mieux acheter en dehors des grandes surfaces. 40% des habitants ont changé leur lieu d'achat de l'alimentation et donc ont délaissé les grandes surfaces au profit des commerces spécialisés en aliments bio ou la MAP ou le marché ou des commerces dans le centre-ville. Et ce qui fait qu'en plus, parce qu'il y a toujours des bonus à tout, c'est que maintenant ils font leurs courses à pied et en vélo beaucoup plus et ils délaissent la voiture. Donc on voit toute la chaîne de
de progrès. Donc ça, c'est la partie éducation des habitants. J'y tiens, et cette étude d'impact, elle montre que c'est possible. Et c'est ça aussi qu'on partage avec les villes, avec les autres collectivités. On partage certes les fermes municipales. On partage le fait que notre cantine 100% bio, on est en dessous du prix de revient moyen d'un repas en France. L'AMF vient de sortir en début juillet une étude sur le coût moyen d'un repas en restauration scolaire, hors encadrement, production du repas, achat des aliments, paiement du personnel et tous les frais d'exploitation, c'est 8,49 €. Nous, on est à 8,33 €. Et on est 100% bio, cherchez l'erreur. Donc, comment on mange 100% bio sans dépenser plus, c'est ce qu'on a expliqué aux habitants, c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux autres collectivités pour leur cantine, c'est que nous, on est allé chercher des économies sur la diminution de 80% du gaspillage alimentaire. Parce que quand on jette un tiers de ce qu'on achète, forcément, on n'a plus d'argent à mettre sur la qualité alimentaire, puisqu'on nourrit la poubelle avec. Donc on voit que c'est assez simple à changer. On est à 50% de menus végétariens pour tous. Un repas sur 2, enfin 10 repas sur 20, ce n'est pas un rythme binaire, mais c'est 10 repas sur 20 sont végétariens, donc à base d'œufs ou de protéines animales, et 10 repas à base de viande ou de poisson. Mais un repas végétarien, c'est 2 fois moins cher à produire si on le fait maison. Associer des céréales et des légumineuses, c'est pas ce qui coûte cher à côté de la viande bio. Et bien là, ça fait 20% d'économie. Et donc, ces économies qu'on fait sur le gaspillage alimentaire, diminution du gaspillage alimentaire, et sur la végétalisation des assiettes et la diversification des protéines, ça fait encore 20% d'économie. Donc, quand on économise 40% du budget alimentaire, on peut le réinvestir sur la qualité des produits, parce que oui, le bio est plus cher, et oui, c'est normal que le bio soit plus cher. Il y a plus de travail, il y a plus de difficultés à produire, il y a des fois un peu moins de rendement. Donc, il faut, et puis il faut aussi accepter, si on veut une juste rémunération des agriculteurs, il faut accepter de payer l'alimentation un peu plus cher. Donc, chercher toujours moins cher, ce n'est pas la solution. Mais il faut aller plutôt faire des économies là où on peut et investir sur la qualité. Donc, c'est ces choses-là qu'on partage avec les collectivités, c'est-à-dire comment sensibiliser les habitants, comment changer sa cantine, comment produire soi-même ses légumes. Et on travaille aussi, bien sûr, sur le foncier, parce que comment préserver du foncier, comment faire de la reconquête agricole dans des zones touristiques comme la Côte d'Azur. On a des choses à partager, et c'est ça qui est... Alors, moi, je suis une nature optimiste, même si des fois j'ai des coups de mou. Il y a quand même de plus en plus de collectivités qui vont dans le bon sens. Mais de plus en plus, ça ne fait même pas la moitié, je vous rassure. Donc il y a encore beaucoup de travail. Mais il y a quand même des choses qui bougent. Il y a des grandes villes qui sont exemplaires dans leur manière d'avancer. Il y a des petites villes qui font des super boulots. Donc il faut partager ces bonnes pratiques pour être accélérateur. Et encore une fois, on a bien vu après la crise agricole, ça ne viendra pas de l'État. Parce que qu'est-ce qui a posé le problème de la rémunération des agriculteurs? Ce n'est pas d'utiliser un peu moins de pesticides, comme on souhaitait qu'ils le fassent. C'est bien ce système mondialisé de l'alimentation qui fait que, de manière complètement artificielle, on fait exploser le prix du blé au moment de la guerre en Ukraine, et qu'après, quand ça a redégonflé, c'est revenu 2 fois moins cher qu'au moment du début de la guerre en Ukraine. Vos farines, elles n'ont pas diminué de prix. Donc qui est-ce qui a engrangé? C'est le système alimentaire. Et c'est pour ça que je vous dis beaucoup de choses, je suis désolé, mais je fais un lien avec la sécurité sociale de l'alimentation. Parce que nous, on travaille beaucoup de chercheurs à Montsartou, notamment François Collin du Tilleul, qui travaille beaucoup sur la démocratie alimentaire, et qui dit tout le temps, tant que l'alimentation et l'agriculture dépendront de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, on n'y arrivera pas. Le jour où l'alimentation passera comme la santé à l'ONU, ça ne sera pas une transformation, ça ne sera pas miraculeux, mais on pourra parler de biens communs, on pourra parler d'enjeux nécessaires à la vie. Bien manger, c'est un enjeu nécessaire à la vie.
Et donc ça changera la connotation et on pourra travailler différemment. Donc il faut absolument sortir de cette agriculture mondialisée, de ce commerce mondialisé, qui nous nourrit de plus en plus mal, qui affame de plus en plus de gens et qui engraisse financièrement de plus en plus de grandes entreprises. Pardon ? 10 500 habitants à Montsartou. Donc c'est une petite ville. Oui, une question encore. J'aimerais savoir, en votre commune, à l'échelle de Montsartou, du coup, sur comment ça se reflète cette sensibilisation, cette éducation auprès de la population, combien d'agents sont déployés. Vous nous parlez des impacts, c'est sur combien de temps et qu'est-ce que ça représente comme budget pour une commune et est-ce que vous externalisez sur cette sensibilisation, vous faites appel à des intervenants extérieurs ou c'est vos agents et voilà, qu'est-ce que c'est ce budget s'il vous plaît? Il y a beaucoup de questions. Ouais. Je répète la question peut-être, je ne sais pas si vous avez tous entendu. C'est la question de quels moyens et quels dispositifs pour la sensibilisation concrètement. Donc effectivement, nous on fait tout ça aussi dans le cadre d'un projet alimentaire territorial, hein, comme le PNR. Nous on est en PAT depuis 2017. On a actuellement une équipe de 5 personnes qui travaillent sur ce projet. On a été jusqu'à 10. On n'est pas plus riche que les autres, hein, je vous rassure. C'est simplement qu'on va chercher des financements, mais comme le fait le parc. Hein, de toute façon, les collectivités maintenant sont condamnées à aller quémander des sous à l'État, à des fondations pour essayer de développer de nouveaux projets. Mais l'avantage, c'est qu'on a commencé tôt, nous, et qu'on a réussi certaines choses. Donc on arrive encore à trouver des financements. Ça montre, et c'est quelque chose que je mène au niveau d'un combat national, ça montre qu'il faut absolument que l'État tienne ses promesses de continuer le financement des projets alimentaires territoriaux, et c'est mal parti. Parce qu'effectivement, il faut de l'ingénierie humaine. Donc que vous le fassiez en interne, comme nous à Montsartou, on aime bien tout faire public, communal, on fait beaucoup de choses en interne. On pourrait prendre effectivement des gens qui nous accompagnent, mais ce qui est sûr, c'est que sans ingénierie, c'est dur de porter des projets. Donc ça, c'est peut-être en ce sens que c'était peut-être le sens de vos questions, c'est-à-dire qu'une politique publique, ça s'anime, et ça demande de l'ingénierie. Alors après, qu'elle soit en partenariat avec une association, partenariat avec une boîte privée qui vous accompagne, qu'elle soit avec les agents, c'est les différentes approches. Mais l'essentiel, c'est d'accompagner la transformation. Et juste, il y avait quelque chose sur la durée, l'étude d'impact, elle a évalué 5 ans d'action. 2017, 2023. Enfin, 2022. Et l'étude est sortie en 2023. Je complète ce que Gilles vient de dire parce qu'effectivement, Montsartou donc a un projet alimentaire labellisé par le ministère, comme le parc en a un aussi. Mais voilà, Montsartou est une commune, le parc est un syndicat mixte avec 78 communes. Donc un projet alimentaire, à mon sens, il n'y a pas d'échelle idéale. Le rôle du parc, il est certain dans de la mise en réseau, dans de la sensibilisation. Voilà, on fait autant qu'on peut. Mais par contre, moi, vraiment, ça fait partie de mon travail, justement, d'informer, de sensibiliser les élus des différentes collectivités, c'est-à-dire à l'échelle de la commune, mais aussi de l'intercommunalité, de dire que chaque collectivité prenne en compte vraiment une politique agricole et alimentaire, le prenne comme Montsartou l'a pris, c'est vraiment essentiel. Et donc, on rejoint les moyens humains, parce que ce qu'on peut faire à l'échelle d'une commune, forcément, il y a cette volonté politique depuis plusieurs décennies maintenant, donc vous en êtes au résultat où vous en êtes parce que vous vous donnez les moyens, parce que vous le pouvez, du coup, vous le méritez, mais alors qu'on ne va pas du tout avoir les mêmes possibilités d'action, évidemment, nous, à l'échelle d'un parc. Mais du coup, voilà, moi je sais qu'il y a vraiment ça, de se faire le relais auprès des habitants, parce que oui, changer sa propre alimentation impacte le territoire, mais d'aller aussi à la rencontre des élus et que voilà, de dire en fait ces sujets-là, ils peuvent être intégrés, et à mon sens, ils doivent être intégrés
dans une politique agricole et alimentaire communale et intercommunale, pour qu'il y ait cohérence et faire évoluer ce système alimentaire qui me paraît à court terme une des seules solutions qu'on ait pour vraiment faire bouger les choses. Oui, et peut-être une petite info complémentaire sur la manière d'accompagner les collectivités. Il y a un dispositif qu'on a, dont je profite pour faire une minute de pub, parce qu'on est en période de recrutement. On a créé un diplôme universitaire, chef de projet alimentation durable. Donc on forme soit les agents des collectivités, soit des gens en reconversion qui veulent travailler à être chef de projet alimentation durable pour les collectivités. Actuellement, il y a une étudiante qui était sur le parc, justement, qui termine, qui soutiendra son mémoire le 10 octobre. Donc c'est un bon moyen. En 7 ans, on a accompagné 110 territoires comme ça. On a formé 110 personnes et on a accompagné 110 territoires avec cette formation de chef de projet alimentation durable. Donc on ne sait jamais si dans l'assistance, quelqu'un est intéressé ou si vous connaissez des gens qui veulent travailler sur l'alimentation durable, il faut savoir que ça existe. Et la formation, la 8e session, débutera en janvier. Et moi, je peux faire le lien avec les collectivités. Pareil, j'ai dit, il faut qu'on fasse la promo parce que le travail qui a été mené par justement Morgane Fruchard, là, donc stagiaire sur la ville d'Apt, c'est énorme. C'est énorme comme ça a permis de vraiment mettre tout le monde autour de la table, élus, DGS, affaires scolaires, affaires services animation, etc., les agriculteurs locaux. Et voilà. Et ça fait bouger les choses. Donc, c'est super d'avoir créé cette formation en espérant que, voilà. On va faire témoigner la ville d'Apt, ils sont d'accord pour montrer tout ce que ça a permis d'apporter. Ouais. Parce que, juste une précision, mais c'est une formation très professionnalisante qui est prise en charge par une collectivité et ensuite les stagiaires font le diagnostic alimentaire territorial de la collectivité. Donc le diagnostic et le plan projet. Et le plan d'action. Il y a une question au fond, ouais. Merci. Oui, merci pour vos interventions. Alors, à Mouans-Sartoux, clairement, vous avez pris une avance qui est très, très importante sur beaucoup de communes et beaucoup d'intercommunalités, au point que maintenant, du coup, vous avez des universitaires qui commencent à faire des études et qui montrent que les usages, en fait, des habitants ont eux-mêmes été changés. Je voulais savoir si vous avez eu des contacts par du personnel de santé, parce que ça, c'est un autre des enjeux, puisque on répète, à juste titre, on l'espérait, que tout ça doit améliorer la santé. Et du coup, avec ce que vous avez déjà depuis presque des décennies, est-ce qu'il y a des études de santé qui sont lancées, aussi bien au niveau des enfants que sur les adultes ? Banco. Alors, déjà, un mot quand même sur les chercheurs, parce que c'est quelque chose qui a été extrêmement prégnant et important dans notre projet. Et c'est quelque chose qui manque trop aux collectivités. Travailler avec le monde de la recherche, travailler avec les chercheurs, qu'on construise nos politiques publiques à partir de données scientifiques, à partir de recherches, et pas à partir de croyances, comme c'est de plus en plus le cas. Donc nous, si on a pu avancer très tôt sur ces politiques publiques, c'est parce que des chercheurs nous ont alertés sur les enjeux santé environnementaux, de l'alimentation, des ondes, de plein de choses, et on avait cette attention, et sur le projet alimentaire, on a plein de chercheurs qui travaillent avec nous, mais d'abord, ils viennent nous aider à réfléchir, et puis après, s'ils veulent, ils font des études, mais ils ont beaucoup à nous apporter. Et il se trouve que, c'est pour ça que je ne resterai pas ce soir, c'est que demain matin, on a le comité de pilotage du projet Cali Santé, et on va avoir les premiers éléments d'une étude qu'on mène avec le CHU de Nice pour étudier si les enfants qui mangent à la cantine de Mouans-Sartoux sont en meilleure santé que d'autres. Alors ça ne sera pas comparé à un échantillon d'une autre ville, parce que trouver une ville qui veut comparer que ses enfants sont en moins bonne santé, c'était dur à trouver. Donc c'est plutôt des données nationales, des moyennes. Il faut savoir que c'est très dur de mener des études santé. Et en fait, on a dû se limiter à un relevé de taille-poids. Donc on aura des données au niveau du surpoids et de l'obésité, mais il y a des nouvelles études qui viennent de sortir qui montrent que ça explose. Donc c'est un volet important, mais ce n'est pas le seul. On a fait des prélèvements de cheveux pour aller creuser du côté des pesticides. Il nous reste à trouver des sous pour faire les études. Donc on a les échantillons, ça se conserve, il n'y a pas de souci. Et on va aller chercher des sous. Il faut savoir qu'on avait prévu de faire des prélèvements d'urine, on pouvait aller faire de l'épigénétique et tout avec, et qu'on n'a pas été autorisé
Pourtant, c'est le CHU de Nice qui déposait le dossier, hein, c'est pas la ville, parce que la ville, on aurait été retoqué tout de suite. Donc voilà, c'est très compliqué, mais c'est important de le faire. Et parallèlement, au-delà de l'étude santé pure, nous, on voulait observer le bien-être. Et donc, on a un sociologue associé à l'étude qui a fait des observations à la cantine, qui a fait des groupes de parole avec les enfants, avec les familles. Il y a eu un questionnaire famille sur les changements de pratiques à la maison, les habitudes alimentaires de la maison. Voilà. Donc, tout ça a été décortiqué dans tout l'été. J'ai aucun indice sur ce que je vais découvrir demain, mais j'ai hâte. Et bien sûr, nous, on communique toujours sur ce qu'on fait. Et j'espère qu'on aura de bonnes nouvelles de santé pour les enfants de Montsartou. Mais je ne suis pas trop inquiet sur le fait que la bonne alimentation soit meilleure pour la santé. Vous avez sur le parc Denis Léron, qui est une référence sur ce sujet des études santé. Il en existe beaucoup, hein, et toutes vont dans le même sens. Hein, c'est qu'on sait comment il faut bien manger pour être en bonne santé. Et ce qui est magnifique, c'est que ce qui est bon pour notre santé est bon pour l'environnement et inversement. Donc c'est complètement lié. Je complète, Gilles, vu que voilà, tu parles de Denis. Donc effectivement, Denis, là, on est en partenariat avec lui dans le cadre d'un projet sur l'alimentation méditerranéenne qui est financé par le ministère de la Santé. Voilà, donc déjà, c'est le premier projet du programme national de l'alimentation qui est financé par le ministère de la Santé. Donc c'est quand même un bon signal. Et donc là, en partenariat avec Denis et d'autres scientifiques, on a fait un gros travail de recueil bibliographique justement pour synthétiser toutes les données les plus récentes sur les liens entre le type d'alimentation conventionnel versus biologique, régime type méditerranéen ou plus carné. Et donc on va sortir en début d'année prochaine un livret avec les principales données pour que ce soit justement vulgarisé, accessible à tout le monde, mais qui permet de montrer, parce que comme tu l'évoquais, les données, elles sont là, elles existent, c'est juste qu'elles ne sont pas communiquées. Après, si on va les chercher, on les trouve, mais c'est quand même pas évident. Donc voilà, il y aura quelque chose qui sera disponible via le site du Parc naturel régional du Luberon. Je ne peux pas vous donner la date, mais ça sera au premier trimestre 2025, avec les données vraiment alimentation, santé humaine, mais aussi environnementale, et avec des données des greniers d'abondance, du GIEC, enfin, des généralités aussi pour recontextualiser tout ça. Mais voilà, les données vraiment alimentation, santé, nutrition sont hyper claires, hyper intéressantes, et ça permet aussi, encore une fois, par de l'information concrète, scientifique, de pouvoir faire des choix éclairés. Voilà, de pouvoir choisir en conscience son type d'alimentation. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Je pense qu'on peut prendre encore une ou deux questions. Est-ce qu'Éric, tu veux ajouter quelque chose ? Moi, s'il n'y a pas de questions, je vais faire de la pub. Le petit groupe de Cadenet, là, ils sont montés en assaut là, il y a 4-5 mois. Et ils ont posé leur première demande de subvention il n'y a pas très longtemps. Et ils sont tombés sur une fondation qui a trop vu la télé-réalité et qui, du coup, leur demande de participer à un concours. Mais maintenant, ils sont 8 et c'est le premier des 8 qui aura l'argent. Alors bon, nous, on n'est pas hyper bons en com à Cadenet. Et donc, si vous avez envie de voter pour eux, ça nous aidera beaucoup. Et donc, si vous voulez, j'ai tout un tas de petits flyers comme ça avec des liens, avec des QR codes, comme Le Monde Moderne sait très bien faire. Et si vous avez envie de relayer ça sur vos réseaux sociaux ou autres endroits où vous croisez des gens sur les marchés, j'en ai tout un petit tas, n'hésitez pas à venir les chercher. Merci.